Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous salue à nouveau nombreux derrière vos petits écrans pour regarder Carte sur table. Nous serons ensemble jusqu'à minuit pour vous débattre pratiquement du seul thème. Au menu de ce soir, on va longuement parler des 33 ans au pouvoir du président de la République. Paul Biya, vous le savez, donc arrivé à la magistrature suprême le 6 novembre 82. Et en ce moment, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti qui est en plein renouvellement des organes de base, prépare la manifestation qui va certainement se dérouler, dit-on là-bas, dans la sobriété vendredi prochain. Cela dit, à côté de cette actualité, il y a un autre fait qui s'impose à nous. Vous le savez très certainement, le préfet de la MIFI, Tamkwa Joseph Fauve, a interdit depuis hier la musique de l'artiste Franco, un morceau qui manifestement semble être rentré dans les ménages. Il s'agit du célèbre titre intitulé Coller la petite, dont les vues sur YouTube sont plus ou moins extraordinaires, plus d'1 million de vues en moins d'un mois. Et entre hier et aujourd'hui, on parle de près de 500 000 vues déjà enregistrées. Alors, pour le premier thème, je propose qu'on essaye, pour ne pas être dispersé, de séquencer le débat selon les décennies 82-92. On va certainement retenir les temps forts. L'arrivée de Paul Biya, peut-être les premiers scandales avec l'appartement de la rue Fauche, l'arrivée au Cameroun du pape Jean-Paul II, la crise économique fin des années 80, le multipartisme début des années 90 et bien sûr l'élection très contestée de 92. On va ensuite séquencer de 92 à 2002 avec, entre autres faits marquants, on peut parler peut-être de la révision constitutionnelle de 96 qui a entre autres, introduit le fameux article 66 qui concerne la déclaration des biens, dont on attend toujours la mise en pratique. Il y a eu avant ça la tripartite pour réconcilier les différents partis au lendemain de la présidentielle 92. Il y a le Cameroun qui a été entre autres classé champion du monde de la corruption par transparence à la fin des années 90. Après, on va peut-être finir entre 2002 et 2015. On pourra noter le point d'achèvement de l'initiative FPTE, le début de l'opération Épervier, les grandes ambitions, les grandes réalisations. Et pourquoi pas désormais les plans d'urgence et le DSU. Voilà le menu de ce soir pour m'accompagner autour de ces sujets-là. Je vais peut-être commencer d'abord par les dames. Marianne Ekane, bonsoir. Bonsoir, M. Lipita. Bonsoir les téléspectateurs. Je suis ravi d'être là. Nous sommes très heureux de vous recevoir également. Juste en face de vous, on a Mme Alice Sadio. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lipita. Le plaisir est mien. Merci d'être là et bonsoir aux téléspectateurs. Un confrère aîné, journaliste, Ngomba Ndele de la CRTV. Bonsoir. Yeah, good evening, thanks. It's always a pleasure to be on the set at STV to discuss some of the important aspects affecting our nation. Et bien sûr, le RDPC est représenté une fois encore ce soir par le patriarche Samuel Wonkor. Et d'ailleurs, on verra bien qu'il est en plein renouvellement des organes. Bonsoir, patriarche. Bonsoir, Tipita. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bien que Tipita me fait sortir de l'émission de renouvellement des organes de base. Parce que moi, je sors du terrain, là. Je viens d'arriver, voilà. Vous êtes de quel côté? Je suis dans la vallée du Thème, dans la zone de Memvelle. La vallée du Thème, section numéro 2, c'est-à-dire la zone de Man. La Thème, c'est la zone... Ça se passe bien là-bas? La zone la plus enclavée. Il n'y a pas encore de grincement dedans? Les directives sont toutes mises en place? Non, on applique les textes du parti et les instructions du président national. D'accord. Donc, l'application des textes et des règlements ne doit pas amener des dissensions ou des grincements dedans. C'est une application stricte? C'est vrai, il faut respecter les textes et les règlements, c'est tout. Madame Sadio, vous également, vous êtes en train de préparer une activité intense dans votre parti politique, certainement un congrès. Oui, tout à fait. Ce sera le 3e congrès de l'AFP, qui sera un congrès électif et qui, je l'espère, d'après la volonté, les desiderata des militants de l'AFP, sera un congrès de la consécration de nos idéaux, mais aussi un congrès du renforcement de notre stratégie politique, qui, comme vous le savez, est une stratégie de jonction des forces progressistes. L'AFP veut dire Alliance des forces progressistes, et
Comme vous le savez, nous avons dit et même expérimenté lors des dernières élections locales le regroupement des forces qui peuvent se mettre ensemble pour mieux affronter l'adversaire principal qu'est le RDPC. Donc ce congrès-là nous permettra d'évaluer le chemin parcouru et de voir dans quelle mesure il faudrait peaufiner et quoi peaufiner pour mieux nous positionner par rapport aux échéances à venir. Comme quoi, il n'y a pas que le RDPC qui est actif. Alors, derrière la transition, je vous suggère qu'on aborde peut-être la première question avec la décision du préfet de la MIFI concernant l'artiste Franco, du moins son titre à succès, Coller la Petite. Alors, pour faire en réel, dans les faits, le préfet de la MIFI, Tanko Joseph Fauver, qui est administrateur civil principal, a donc signé un arrêté hier, lundi 2 novembre 2015, portant interdiction de la vente, la diffusion et la promotion de l'œuvre de l'artiste Franco, dont le célèbre titre est intitulé « Coller la Petite ». Le morceau sorti en juillet dernier s'est rapidement propagé au Cameroun, créant ainsi un véritable buzz. Sorti à la rentrée, le clip est un vrai succès puisqu'il a réuni près de 2 millions de vues sur YouTube en quelques mois seulement, un fait rare pour un artiste africain. Alors, Marianne, que vous inspire cette décision du préfet de la MIFI? Ou alors vous voulez peut-être commencer par la lecture de la musique de l'artiste? Déjà, avant de commencer l'émission, permettez-moi de rappeler aux téléspectateurs qu'on est le 3 novembre 60, c'est l'assassinat, l'anniversaire, 55e anniversaire de l'assassinat de Roland Félix Moumié. Et je suis assez étonnée que la presse, la télé, personne n'en parle. Ce monsieur, ce compatriote a été assassiné par les barbouzes français, Bichel, et nous fêtons aujourd'hui le 55e anniversaire. Ironie de l'histoire, à la fin du mois, à la fin ce sera l'anniversaire du sanguinaire Amadou Ahidjo, et je vois bien tous les journaux, tous les nostalgiques de la torture, se réveiller en disant de ramener la dépouille du président, de l'ex-président Amadou Ahidjo, et personne ne parle du 55e anniversaire d'un compatriote, d'un nationaliste, Félix Roland Moumié. Alors je dédie cette émission à ce grand héros. On est dans un pays où on célèbre les assassins, on célèbre... Assassin, c'est le mot est vôtre, hein? Effectivement, c'est des assassins. Il a été assassiné et on a fait disparaître son corps. Donc, on célèbre les assassins, mais les héros, personne n'en parle. Donc, puisse cette émission remplacer modestement l'hommage que ce compatriote mérite. Quand je dis cela, je rentre dans le sujet du préfet de MIFI. J'aimerais savoir, je demande à tous les spectateurs, s'il y a quelqu'un qui peut me donner le titre de la chanson « Piller le Cameroun » qui a amené les voleurs, les grands voleurs de la République à piller notre pays. Est-ce qu'il y a une chanson qui avait pour refrain « Piller le Cameroun, piller le Cameroun » Vous la connaissez-vous? Donc je me pose la question, si aujourd'hui, il y a une chanson dont le refrain est « Coller la Petite » qui manifestement dérange, déprave les mœurs, je voudrais donc savoir s'il a fallu une chanson pour que ces grands voleurs pillent notre pays. N'exagérons rien. Cette chanson, il y a une note d'humour. Je t'aime moi non plus de Saint-Gainsbourg en 62, hier, a été interdit. Est-ce que dans la rue, on a trouvé des gens qui faisaient des râles comme cette chanson? La chanson, comme ils disent, de Charles Aznavour, qui parlait des homosexuels. Est-ce qu'en 72, il y a une prolifération des homosexuels? La chanson de Serge Lama, Je te partage. Est-ce que juste après cette chanson, il y a des gens qui partageaient il y avait des orgies dans les rues? Non, manifestement, il y a autre chose plus important. On fait fi de l'essentiel dans ce pays. On s'arrête au dérisoire. Coller la petite. Mais et alors, cette chanson déprave les meufs, dit-on. Mais on a déstructuré le tissu social, l'éducation de nos enfants, tout est en lambeaux. Ce genre de choses, c'est une histoire de mode. Si les enfants sont bien éduqués, bien structurés, peut-être ce genre de chansons n'existerait même pas dans ce pays. On soigne le mal par la racine. Regardez où on a trébuché, pas où on est tombé. Voilà, Ngomba Edele.
Votre réaction sur la décision du préfet de la MIFI? Yeah, I think I share Mrs. Ekani's point of view. Not entirely, but I think while we were growing up, there was a song which I quite remember, Una Give Me Bottom Belle, Cold My Heart. I think it has to do with how we educate our children and what we serve to children. Because in matters of alcoholism and other things, on drinks is written not to be sold to children under 18 and stuff. So if you give your children proper education, they'll know what to choose. They will know the difference between their church hymnary and Coller la Petite. For me, Coller la Petite, yes, it's not a very religious song, but nowhere does the guy say you should undress la Petite. It's a story. It's relating a story of an old man who finds himself in a party for young people. And that said, I want to insist that when President Obama supports homosexuality or some of the basis of that, he's not a homosexual. He's married and he has children. When President Obama is against guns and gun laws, the guns are still there and Americans are still being killed. So what I'm trying to say is, in a democratic dispensation, there are some of those things we have to grapple with. And in this day and age of internet and phones, I think it was just a trigger-happy decision. Samuel Wankoa. Je crois que si c'est pour protéger les enfants, il y a d'abord la responsabilité de chacun d'entre nous, nous les parents. C'est à nous de donner l'éducation qu'il faut à nos enfants. D'avoir d'abord nous-mêmes le comportement qu'il faut devant nos enfants. Parce qu'il faut toujours faire ce qu'on dit. On a déjà interpellé la cellule familiale. Oui, moi, c'est comme ça que nous, on a été formés. On a été formés par nos parents, qui ne sont plus là aujourd'hui, bon, la plupart, mais c'était une éducation rigoureuse. Moi, mon père était polygame, mais on était 12 enfants. Vous ne pouviez jamais savoir quelle était la mère de ces 12 enfants. Hein? Toutes les mamans étaient nos mamans. On ne savait jamais. Ces comportements dépravés proviennent de ce que les parents démissionnent de leurs responsabilités. Et les enfants sont éduqués dans la rue, par les radios, Ce n'est pas possible. Nous revient, nous les parents, de prendre nos responsabilités. Quand l'enfant est éduqué, bien élevé, bien éduqué, il prendra ça comme un divertissement. Absolument. Bon, moi je pense pas que... On ne doit pas en faire plus. Ouais, bon, faut pas donner... Par exemple, on fait une contre-publicité, c'est-à-dire l'effet est contre-productif. Regardez, puisqu'on en a interdit, maintenant tout le monde veut voir ce que c'est. Absolument. Alors, c'est l'effet contraire. Moi, et l'artiste en tire. Non, c'est-à-dire que... C'est vrai, bon, si on parle de comment il dit ça, un problème d'ordre public, bon, c'est un terme assez vague. Mais j'estime qu'il ne faut pas exagérer. Il faut laisser quand même la liberté aux gens de s'exprimer, les artistes s'exprimer, jouer, tout ça. Bon. Oui, je vais commencer par dire que mon sentiment en tant que maman est un sentiment de quelqu'un qui... J'ai tendance à vouloir dire chapeau au préfet de la MIFI, pour la simple raison que la maman que je suis, lorsque j'écoute cette chanson, devant mon enfant, je suis un peu mal à l'aise. Parce que les termes sont quand même assez grossiers, si j'ose le dire ainsi. Parce que lorsqu'il dit « c'est ta cousine », et même si c'est ta cousine, lorsque vous avez un certain... Vous avez le souci d'une certaine probité morale, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas sursauter lorsque vous écoutez le texte. Mais en même temps, je voudrais dire que le fait que ce soit le préfet de la MIFI qui sanctionne est révélateur de ce qu'il n'y a pas une politique globale
une politique globale en ce qui concerne quelle doit être l'échelle des valeurs, quelles doivent être les mœurs à promouvoir sous la dispensation du renouveau. Parce que lorsque vous êtes dans la Vous souhaitez par exemple que ce soit le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui prenne cette décision. Tous les autres ministres qui sont concernés, parce que même la femme, même le ministère de la femme et de la famille devrait se sentir interpellé. Est-ce que quelque part sur le plan psychologique, les paroles qui sont distillées, pas seulement par ministère de la Culture, ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, les textes qui sont distillés, pas seulement par cet artiste-là, mais par beaucoup d'autres. Et là, entre parenthèses, j'ai envie de me demander pourquoi lui et pas les autres qui distillent des choses peut-être autant obscènes, sinon plus. Donc, c'est révélateur de ce qu'il n'y a pas une politique globale en la matière. D'où mon interpellation à la nécessité, l'urgence de légiférer pour que ce ne soit pas des sanctions balkanisantes. Parce que lorsque vous êtes dans la MIFI, vous ne pouvez pas écouter Coller la Petite. Mais dès que vous sortez du territoire MIFI, ma foi, vous pouvez écouter Coller la Petite. Alors, en quoi est-ce que ça aurait, qu'est-ce que ça aurait solutionné que ce soit des actions séparées comme ça donc, il y a ça. Et puis, il faut aussi dire, si vous me le permettez, que les musiciens, en réalité, c'est une sorte de dialogue. Les textes, le produit, ce que produisent les artistes sont le reflet de l'état psychologique, moral d'une société à un moment donné. Absolument. Vous vous souviendrez que pendant les périodes des deux guerres, c'est aussi, en Europe, c'était aussi la période de grandes dépravations, des grands vices, dont le problème est plus profond que cela. Surtout que la tendance générale est à des textes qui appellent non pas à l'élévation Franco exprime un peu une image de la société. Tout à fait. En fait, il dit tout haut. Voilà, la plupart des textes que nous servent les artistes et à la demande du public, il faut le noter. Donc, est-ce que c'est l'artiste qui est à punir ou est-ce que c'est toute la société qui devrait s'interroger sur qu'est-ce que nous avons forgé comme psychologie sociale durant ces, on va dire, parce que le thème s'y prête, durant ces trois dernières décennies, plus 3. Voilà. Alors, vous avez évoqué quand même un aspect. Il n'y a pas que cet artiste qui manifestement a ce genre de texte. D'ailleurs, Anne-Carole et Django, notre consoeur à la rédaction de STV, a essayé de ressasser un certain nombre d'entre eux. Et l'élément est passé dans le cadre du journal tout à l'heure. Je vous propose de le revoir et on va revenir derrière. Les années 90 ont vu la montée en puissance d'un nouvel acabit de vedettes de la musique au Cameroun. Loin des chansons puristes et éducatives, mais pourtant populaires d'antan, aujourd'hui on assiste à la distillation à travers les médias de masse, Internet et les réseaux sociaux, mais aussi dans les espaces publics tels les buvettes et les boîtes de nuit, d'un nouveau type de musique dont les thèmes s'articulent essentiellement autour de la dérive sociale. La nouvelle génération de chanteurs camerounais à la mode décrit de façon ostentatoire et sans équivoque l'acte sexuel et les plaisirs charnels. D'autres sont moins illustratifs, mais le message est tout aussi percutant. Les codes moraux sont bafoués et l'apologie des vices prônés. Au moins je ne vole pas. Je paye déjà mes factures. Je suis déjà casé. C'est combien ici? Vous avez peur? Augmentez le prix. On va tout voir. Un manque de consistance dans les textes qui se caractérise par une indécence exacerbée par des vidéogrammes explicites. Situation suffisamment interpellatrice qui plaide en faveur du retour de la censure sans parti pris pour les chanteurs dont l'indécence dans les textes ou les vidéogrammes est avérée. À chacun sa conscience. On espère simplement que les uns et les autres sauront être suffisamment responsables pour en tirer les leçons. On prend une transition, on revient dans le débat de fond de ce soir.
je l'ai dit à l'entrée, on va comme ça essayer de parcourir les 33 ans au pouvoir du président de la République qui, comme vous le savez, a donc accédé à la magistrature suprême le 6 novembre 82. Ce sera en 2015, ce sera vendredi prochain. Et avec cela, je propose, Ngomba Ndélé, qu'on évoque peut-être la première décennie, 82-92. Vous étiez de ceux-là, peut-être, les amis de Samuel ou encore, qui, quand Paul Biya arrivait, tout jeune, tout frais, Premier ministre, accédant à la magistrature suprême le 6 novembre, vous étiez tout espoir, vous avez vu en cet homme l'avenir du Cameroun? I remember that day very, very, very well because I was a student at the University of Yaoundé. We had a lecture at the Amphitheater 700 when President Ahidjo announced that he was going to step down and that he was going to be replaced by his constitutional successor, who was then Prime Minister Paul Biya. And 2 days thereafter, we were at the Glass Palace, the National Assembly, when this young, handsome president, I think he was 49 years, he took over. And we were some of the few people who walked with the motorcade all the way to the present Unity Palace. It was a wonderful situation. It was like a dream come true. And you see, in those days in Africa, we were that rare example. I think Senegal was the only case where a head of state had also handed power peacefully to a legitimate successor. So it was full of hope. And for some of us who are English-speaking, Paul Biya was so special because he spoke some amount of English during a period when very few other Francophones took their English seriously. So he was an embodiment of many, many things. Hope, you know, just like when Kennedy took over in the States, he was handsome, he was young, he was well educated. Et puis vous avez appris certainement à le connaître de 82 à 92. Un certain nombre de faits ont marqué la présidence de cette première décennie. Je rappelle à l'intention de nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas, vous étiez quand même reporter pour la CRTV à la présidence de la République. Hein. Yes, donc, I had that rare privilege for close to 7 years. I was privileged to fly in the same plane with this great man, and I think I can do a fair judgment of both situations because I was old enough as a university student when the late President Amadou Ahidjo stepped down, and quite a lot. And as you rightly said, when President Paul Biya took over, I remember his first speeches in English. That was what really, because let me remind you, then Anglophones, we did not really consider ourselves as part and parcel of the whole network. Cameroon was too Frenchified, so when Paul Biya came in, it was like... Ça n'a pas beaucoup changé. Alors, vous, quelle lecture faites-vous de cette première décennie, Alice? Oui, je suis un peu amusée par la lecture de M. Ndélé, à laquelle j'adhère en réalité, même s'il est assez professionnel, c'est tout à son mérite. Parce qu'il parle, he was. C'est tout à fait normal parce que nous parlons d'un monsieur qui vient de faire 30 ans, c'est-à-dire 33 ans, c'est-à-dire 3 décennies et plus. Je voudrais dire que s'il faut respecter votre canevas, en une phrase, si demain matin, l'homme Biya venait à quitter le pouvoir, soit volontairement ou soit par la force des choses, le constat flagrant qu'il faut reconnaître, et je crois que ceci est objectif, c'est qu'il laisse derrière lui, comme héritage au peuple camerounais, un pays en guerre. À tort ou à raison, là c'est le débat, c'est sujet au débat, mais il laisse derrière lui un pays en guerre, un pays qu'il a pris des mains de son prédécesseur dans une situation, on va dire, de dictature larvée, mais quand même dans une paix sociale relativement
acceptable. Et comme il l'avait dit, son prédécesseur, je laisse derrière moi un pays avec une économie plutôt stable. Donc, c'est en une phrase ce qu'on peut dire. Maintenant, pour revenir sur votre canevas, la première décennie, 82-92, je dirais que c'est la décennie du repli sur soi. Et pour essayer d'être objective, je tenterai d'expliquer cela par toutes les turbulences qui ont accompagné l'ascension de cet homme-là à la magistrature suprême. Vous savez que pendant cette décennie, il y a eu le coup d'État manqué, il y a eu la crise économique qui a commencé à se faire ressentir de manière palpable au sein des ménages. Et puis enfin, ça s'est soldé avec la chute du mur de Berlin et donc le vent d'Est et donc par conséquent dans les pays donc vous voulez dire que sur cette première décennie, le président de la République n'a pas forcément eu le temps de véritablement mettre sa politique. Il a dû jouer avec les contingences internationales. Il a été confronté à beaucoup de difficultés, ça il faut le reconnaître. Mais reconnaître cela pour dire que ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste un constat que je voudrais autant objectif que faire se peut. Il a essayé, autant que faire se peut, de tirer son épingle du jeu parce que de toutes les façons, à tort ou à raison, une fois de plus, en 92, il réussit. Donc pour vous, 82, 90, à tirer son épingle du jeu. Il s'en sort pas mal. Au moment où plus de 90% des Camerounais semblent être opposés à lui. Mais il réussit quand même à tirer son épingle du jeu. Sauf qu'il sort, l'homme Biya qui sort de l'année 92 n'est plus l'homme du renouveau dont a parlé M. Ndélé, justement parce qu'il il a subi les soubresauts de tous ces chocs. Et l'homme qui sort donc des élections de 92 est un homme qui s'est replié sur lui-même. Donc c'est la décennie du repli sur soi et qui a entraîné les conséquences que nous pouvons explorer. Samuel, à la fin des années 80, Paul Biya, s'adressant à nos confrères en France, disait qu'il voulait être l'homme qui apportait la démocratie et la prospérité. Il voulait que ce soit l'image que le Cameroun garde de lui. Au soir de 92, on pouvait dire cela de lui. Oui. Oui, parce que quand l'homme Biya arrive, il cristallise beaucoup d'espoir. J'ai suivi Ngomba qui décrivait le spectacle du 6 novembre, 92. Moi, je me retrouvais à Douala. J'étais jeune cadre de banque, je venais de rentrer, ça fait à peine un an, parce que quelque temps avant, le président Aïdjo avait demandé à ce qu'on aille chercher tous les étudiants boursiers qui avaient fait ma formation, parce qu'on nous faisait signer un engagement décennal, engagement décennal de 10 ans. Chacun signe un engagement décennal de 10 ans qu'après les études, on viendrait travailler pour le Cameroun pendant 10 ans. Et il y avait des problèmes de ressources humaines formées, mais qui ne rentraient pas. Bon, on nous a fait rentrer. Bon, c'était pas Manu Militari, c'était en nous disant, bon, il faut rentrer dans votre pays. Par patriotisme, la plupart d'entre nous sommes rentrés. Et je me retrouvais donc ici à Douala. Et le soir du 4, le discours du 4 novembre. La démission du président Aïdjo. Oui, je me retrouvais ici à Douala. Et c'était parce que personne ne s'attendait à ça. On ne savait pas, c'était l'incertitude absolue. Alors, bon, on a reçu des instructions, j'étais jeune directeur de crédit d'une banque, bon, on a reçu des instructions de ne pas bouger, d'être là, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Bon, le 6, quand le président Biya est venu faire son discours à l'Assemblée, le jeune homme, bel homme, bien mis, bien formé, bon, il est rassuré qu'il vient. Bon, c'est là qu'il a sorti son
slogan, renouveau, rigueur, moralisation, machin, bref, dans la même foulée, je me rappelle, je crois, moins d'un an après, il a parlé en disant il faut que les gens sachent qu'il veut que les Camerounais se cachent pour exprimer leur point de vue. Donc, il commence à donner les tendances. Voilà. Mais en même temps, il a quand même connu un certain nombre je veux dire, scandales. Les premiers, c'est dès 84, le Canard, le journal français, le Canard enchaîné, commence à dire qu'il y a cette histoire d'appartement à la rue Fauche. Qui s'est révélée fausse. Ben, on pouvait déjà commencer à voir... Ça, c'est la cabale. Vous savez, c'est la cabale, ça s'est révélé faux. Non, le président Biya n'a pas de résidence à rue Fauche. Ça s'est révélé faux. Puisque quand on a parlé dernièrement des biens mal acquis, on n'a plus pu citer, il n'y avait plus de preuves qu'il y avait cette résidence. Bon, bref, moi je ne veux pas rentrer dans les... Il y a aussi quand même peut-être vous n'aurez pas la même perception, le choc, la séparation de l'UNC du RDPC, qui a quand même conduit à la division d'un certain nombre de cadres. Non, il n'y a pas eu séparation de l'UNC à l'UNPC. Il y a eu une mutation de l'UNC au RDPC, qui n'a pas forcément entraîné... et c'était à Bamenda. C'était à Bamenda. En 85, c'était à Bamenda en 85. C'était une redynamisation. Au lendemain du coup d'État. Une redynamisation de la vie politique au Cameroun, avec une reconfiguration du parti qui était le parti unique. Et là, il nous avait dit, préparez-vous à la concurrence. Marianne Kane. Donc, moi, je crois que ce monsieur, malgré les contingences, parce que quand vous arrivez au pouvoir, vous avez envie, vous avez un projet pour votre pays. Mais ce projet peut avoir des contrariétés par rapport aux événements qui arrivent. Et je crois que le président est resté sur cette cap-là, sur cette visée de ce qu'il veut faire du Cameroun, un pays prospère et un pays démocratique. Et à la date d'aujourd'hui, je peux dire... On en arrive à la date d'aujourd'hui. Non, je peux dire qu'on avance malgré les problèmes. Je le dis avec autant de fierté. Sauf qu'en le disant, vous avez réussi à arracher un gros sourire à Marianne. D'ailleurs, elle va nous dire pourquoi elle sourit. Non, mais c'est la preuve que nous sommes dans un pays... C'est la preuve que nous sommes dans un pays libre. Absolument. Voilà. Allez-y, Marianne. Mais la question, c'est ça. Vous faites votre lecture de la première décennie du président de la République, de 82 à 92, avec les soubresauts comme les uns et les autres essaient de les retracer. Oui. Les victoires, les défaites de Paul Biya lors de sa première décennie. Moi, je ne vois pas beaucoup de victoires, mais bon, comme la parole est libre. Moi, je pense quand même que ce découpage est quand même facture au découpage, parce que les mandats électoraux présidentiels dans ce pays ne correspondent pas à l'accélération ou à le changement. C'est un rituel, les mandats du président Biya. Donc je pense qu'il fallait partir par des dates politiques. Son arrivée, bon, allez-y, j'ai donné un cadre. Alors moi, je pense qu'il faut scinder ces 33 ans. On peut partir du 6 novembre 82 au 6 avril 85, où il y a prise de pouvoir du président Biya, de la prise de pouvoir à la crispation de ce système, 82-85. De 85 à 90, démocratisation à l'intérieur du parti unique, c'est-à-dire on essaye de changer un peu les têtes. 90-97, l'apprentissage au multipartisme. 97-2002, retour de fait à la gestion unique du parti-État. 2002-2011, essoufflement du pouvoir. Et de 2011 à 2015, à ce jour, la descente aux enfers. C'est comme ça que je qualifie les 33 ans du président Biya. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas trouver de victoire parce que, vous savez, je demanderai à M. Ouanko, ce qui m'a fait la remarque. Monsieur Ouankor. Voilà. Monsieur Ouankor, voilà. Je vous en prie. Monsieur Ouankor, d'essayer de faire un petit tour. Parce que moi, je suis passé voir un camarade
J'ai fait le tour de Bipanda, sans caleçon, comme on dit, Bipanda double balle, Bipanda tendon. Et que me sont encore de demander, oui, de demander d'y aller et d'interroger un peu les Camerounais et qu'ils écoutent un peu les Camerounais, ce que les Camerounais pensent du cap dont il parle, de la victoire d'où nous mène le président Biya au bout de 33 ans. Il sera très étonné. Il sera très étonné d'entendre ces Camerounais-là. Parce que c'est beau, les discours, il y a des victoires, il nous mène vers un cap. On rentre dans un tunnel sans fin. Un tunnel, on voit le bout du tunnel de plan d'urgence en plan d'urgence, sans fin. C'est ça le cap. 33 ans de cap. Je suis désolé, je ne vois pas vraiment de victoire sur... bon, la victoire du président Biya, c'est d'être resté 33 ans au pouvoir. C'est vraiment une victoire d'avoir amené les Camerounais aujourd'hui à passer 10 minutes ou 5 minutes à parler d'une chanson, de coller la petite, au lieu de parler des choses essentielles, de faire qu'à cause d'une chanson de coller la petite, tout le monde est en émoi, alors qu'on devrait parler des routes, de l'éducation, des écoles, des hôpitaux. On passe le temps à parler de ça, c'est sa victoire. Effectivement, à distraire les Camerounais par un préfet qui se lève un jour comme ça. Bon, tiens, pourquoi coller une petite? On ne va pas les coller. On va peut-être piller le Cameroun. Pourquoi coller la petite? Je ne vois pas de victoire. Je suis désolé, je ne vois rien de victorieux dans cette démarche. Néanmoins, il y a quand même des temps forts dans la vie politique de Paul Biya. Il y a les élections de 92, très contestées, au sortir desquelles, finalement, il est le vainqueur. Une élection quand même qui a pu diviser les deux tendances, opposition et le parti au pouvoir. On a eu la tripartite, qui était une forme de consensus national autour d'un certain nombre de questions, qui aboutit à la Constitution de 96. Alors, d'aucuns demandaient le fédéralisme, d'autres ont obtenu la décentralisation, les points fondamentaux. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, l'article 66 de la Déclaration des biens qui est entré, mais qui n'a pas toujours été appliqué jusqu'à présent. Bref, des temps forts, un moment délai, dans la vie politique de ce pays qui, en même temps, donne une nouvelle impulsion. Et moi, j'interroge peut-être, au sortir de cette impulsion, y a-t-il eu l'espoir ou alors y a-t-il le résultat escompté? In politics, I don't know, there are people who define politics as a science. I think it's a social science. It's not a very exact science. And I can hardly think of any polity in the world, that is any political setup, where there have been entirely successes or entirely failures. And in the Biya assessment, in our Cameroonian setting, there are very, very many things that are positive, that remain positive. And there are quite a few things that he himself has accepted are negative. Inertia, corruption. You remember at one point, he had doubts about corruption. He wanted proof. Now he has enough proof, and he's sending people to jail, and the same Cameroonians are complaining that people are going to jail. So you see, he finds himself in a sort of quagmire. But I think in terms of the forward march, I would look at certain aspects. For instance, the two-shift system, which is a basically French or Francophone thing. He accepted the one-shift system, which is the way the civil service functioned in the former West Cameroon. That I give him credit for. The penitentiary system, basically in the Francophone countries or in the Francophone setup, people go to prison for punishment. But in the Anglo-Saxon system, the penitentiary is more of a reformatory nature, where you have production prisons like we used to have in Boya, where prisoners are made to learn how to rear cattle, how to do things that will reintegrate them into life after their prison life. So that, no, I'm trying to, you see, you cannot make an exhaustive list of all. I'm looking at these things from our own angle. The fact that he accepted, if you look at the way our judiciary, our judges dress, the upper part is English, with those beautiful English wigs, and the lower part is French. That was President Aijo. Well, I think you would hardly
distinguish the two. But you see, these are important aspects. I say these things because I lay a lot of importance to the unity of this country. And lots of our politicians only use this unity and the oneness of Cameroon when it serves their purpose. They do not look at the aspects. For instance, let me give you an example. It was an unwritten rule that the main corporations in Cameroon would bear English names like Cameroon Airlines, and that rule is being flouted now. And I supported Sam Mene because his CMC was Cameroon Music Corporation, as against SOCAM, which was Société de something. Well, you might laugh, but you see, if you wear the shoes of an English-speaking Cameroon, there are lots of things that might have brought us into conflict. And in that aspect, I thank the president and his level-headedness in managing it. Because there are many Francophone extremists who think English should not exist in Cameroon. Vous remettez sur la sellette la question de la marginalisation. No, I won't put it that way. You see, marginalization has to do with quality. But cheating has to do with quantity. If Francophones are, I mean, the French-speaking Cameroonians are more in terms of numbers than English-speaking Cameroonians. It is not an aspect of quality. It's an aspect of quantity. So, I mean, English is the first language that was spoken on the moon. So I'm not ashamed to speak English. Alors, allez, sur les temps forts de la politique au début des années 92, je l'ai dit, la présidentielle, la tripartite, la Constitution. Avez-vous le sentiment qu'on a le résultat escompté aujourd'hui? Non. Ma réponse est non, même que j'ai envie de souligner, voire même de surligner, 3 fois non, pour la simple raison que ce qu'on avait cru avoir eu comme acquis au sortir du concoctage, si vous me permettez l'expression, de la Constitution de 95, qui elle-même était le résultat d'un, comment on va dire ça, d'une entente pour une paix des braves, parce que nous sortions de 92, de 90, des années donc de Brest. Donc la Constitution de 95 est une constitution de 96 est une constitution qui a introduit justement quelques biscuits, pour utiliser les termes que vous chérissez dans le domaine journalistique. Quelques biscuits qui sont notamment la déclaration des biens, la limitation du mandat présidentiel à 2, c'est-à-dire 7 ans fois 2. Et ma foi, ces biscuits-là n'ont été introduits que pour mourir de leur belle mort. Donc, si je m'en tiens à la loi fondamentale, je dirais que l'espoir que le peuple camerounais et moi-même avons été désillusionnés par l'espoir suscité par l'homme du 6 novembre. Et c'est pour ça que j'ai voulu titrer la première décennie. Je suis d'accord avec votre découpage, parce que 10 ans, c'est beaucoup, hein? C'est toute une décennie. La première décennie, moi, j'ai voulu la qualifier de décennie du repli sur soi, parce qu'il y a un contraste, mais alors flagrant, entre l'homme, Paul Biya, l'enfant prodige, le bel homme, pratiquement acclamé par toute la société camerounaise en 82, et l'homme de 92, Oni, si j'ose m'exprimer ainsi, qui sort donc de ces secousses-là, ayant pris conscience que peut-être pour conserver son pouvoir, il fallait devenir un animal politique. Et c'est pour cela que je dis qu'il a su tirer son épingle du jeu, en ce sens que 33 ans après, il est toujours là, malgré toutes ces secousses-là. À tort ou à raison, il est toujours là. Donc, l'homme Biya, aujourd'hui, est un homme qui a complètement abandonné le projet
parce que le militant du RDPC qui est à mes côtés a dit, et c'est vrai qu'il avait annoncé dans ses premiers discours qu'il venait pour la moralisation. Il a annoncé la moralisation, mais le Cameroun n'a pas connu autant de déchéances sur le plan moral. Vous avez fait l'introduction de cette émission par la tendance généralisée des artistes au Cameroun, mais on peut aussi citer la corruption. On peut donc dire que de 92 à 2002, après le repli sur soi, le basculement de l'homme bien vers le repli sur soi, il l'a entraîné avec ce basculement vers le repli sur soi, le basculement du pays vers un laisser-aller total. Et pendant cette décennie-là, il suffisait d'arborer la tenue du RDPC, de prendre la carte du RDPC pour se permettre tous les abus possibles et imaginables. C'était dans la décennie du laisser-aller où la corruption s'est pratiquement érigée en système d'administration. Et c'est pour ça que dans d'autres cieux, on appelle le Cameroun le pays des pourcentages. Vous savez que ce fameux système de pourcentage a fait fuir les investisseurs sérieux pour ouvrir les vannes aux apprentis sorciers sur le champ économique qui vient dans notre pays. Pour ceux qui ont compris le système, pour huiler le système, le mécanisme de corruption et puiser ce qu'ils peuvent puiser comme richesse du Cameroun aux grandes dames de l'intérêt général. Alors, Samuel Wanko, l'opposition en général, je ne vais pas forcément parler pour elle, mais je ressors une idée. Au sortir du consensus qui a abouti à la constitution de 1996, se sent un peu trahi. La décentralisation n'est toujours pas totalement mise en œuvre. L'article 66, pas véritablement appliqué. La limitation des mandats a fait son temps. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que sur certains points, quand même, l'onction donnée dès le départ n'a pas forcément été suivie? Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous êtes un homme politique, vous avez un plan d'action qui peut être accéléré même par certains événements et qui peut être aussi soit bloqué par d'autres événements que vous ne maîtrisez pas. Bon, il y a eu, quand le président y arrive, il a dit je voudrais être le président qui aura amené au Cameroun la démocratie et la prospérité. Bon. Et la paix. La prospérité, on ne peut pas parler de prospérité s'il n'y a pas la paix. Madame, si nous sommes en guerre, je fais d'abord cette précision-là. Vous avez dit que le Cameroun est en guerre. C'est une guerre qu'on nous a imposée. Ne serait-ce que parce que nous sommes pays voisins du Nigeria où réside Boko Haram. Puisque la même guerre est imposée au Niger, qui est voisin du Nigeria, au Tchad, qui est voisin du Nigeria. Donc, ce n'est pas une guerre pour dire que si nous sommes en guerre contre Boko Haram, c'est une guerre qui est là parce que le président Biya n'a pas pu gérer le Cameroun et on est en guerre. Si nous avons la guerre à partir de la RCA, c'est uniquement à cause d'une position géographique par rapport au désordre qu'il y a en RCA. Le désordre politique qu'il y a en RCA a des effets, des répercussions sur notre territoire parce que nous avons une frontière de plus de 500 km avec la RCA, de plus de 1500 km avec le Nigeria. Et ces pays ont des problèmes. Boko Haram, c'est une excroissance nigériane qui se déporte sur les pays voisins au Nigeria, que ce soit le Cameroun, le Tchad ou le Niger. Mais nous avons la plus longue frontière avec le Nigeria. Je voudrais vous le signaler. C'est une guerre qui nous a imposé. Les désordres, les effets collatéraux des troubles centrafricains nous sont aussi imposés. Mais malgré cela, nous prenons des mesures pour que ces phénomènes-là ne bloquent pas le fonctionnement ni les projets de développement du Cameroun. Bon, nous sommes en guerre, c'est vrai, nous tenons compte et nous prenons des solutions pour que le territoire camerounais ne soit pas empiété ou envahi par Boko Haram, qui a tenté plusieurs fois d'occuper le Cameroun.
Et je profite de cette occasion pour dire merci et féliciter les forces de défense camerounaises qui sacrifient leur vie à défendre l'inviolabilité du territoire national. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, cette inviolabilité est une réalité. La preuve, c'est que les États-Unis ont apporté leur aide, comment je peux dire ça, leur aide logistique. L'aide logistique que les États-Unis apportent aux pays du lac, du bassin de lac Tchad, c'est au Cameroun que réside cette aide logistique, bien que le Nigeria l'ait demandé aux États-Unis, c'est au Cameroun, parce que je ne veux pas justifier le comportement, pourquoi c'est le Cameroun, mais j'estime que j'estime que le Cameroun peut mieux utiliser cette aide-là, et je crois que depuis un certain temps, il y a des actions militaires qui sont portées sur le territoire nigérian. Bon, c'est des faits militaires qu'on n'est pas obligé de débattre ici, mais qui sont portées, des actions militaires camerounaises qui sont portées sur le territoire nigérian à partir de cette aide logistique que nous apportent les États-Unis. Il y a d'autres pays qui nous apportent l'aide parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont, c'est vrai. Donc là, vous focalisez sur, oui, sur la guerre. Non, je me focalise sur la guerre parce qu'elle a fait une déclaration là, si le président Biya part aujourd'hui, il laisse le pays en guerre. C'est une guerre qui nous est imposée, tout le monde le sait. Sur la question également dit... alors pour mais dans l'état des lieux, si je avec la permission de monsieur, dans l'état des lieux sociétal du Cameroun, a prêté le flanc à l'entrée. Non, l'état des lieux, non, le Boko Haram est entré dans tous les pays voisins au Nigeria. Tous les pays voisins au Nigeria. Oui, mais au départ, madame, quand vous parlez... Pour se faire une cagnotte de guerre. Madame, quand vous parlez, je prends la précaution et vous avez la parole pour terminer. C'est le débat, le débat et qu'on pouvait de temps en temps... Non, madame, quand vous avez quelque chose à dire, laissez-moi le temps de terminer mon propos. Allez-y, allez-y. Je voulais juste mettre un petit bémol. Non, votre bémol n'a pas de place. Laissez-moi terminer. Allez-y, Samuel, allez-y. Alors, moi, je reviens sur votre question en disant, après cette précision-là, en disant que cette guerre nous est imposée, mais nous faisons face, et honorablement, avec beaucoup de réussite. Avant Boko Haram, il y a eu Bakassi. On a évité le pire de justesse. Madame, la Bakassi est une victoire du président Biya. Bien sûr. C'est une victoire du président Biya à tous les niveaux. À tous les niveaux. Écoutez, la reconquête de Bakassi a eu un coût. Madame, si vous voulez parler à ma place, vous voulez parler à ma place? Bon, vous chutez. Non, je ne peux pas chuter parce qu'elle est en train de parler à ma place. Oui, allez-y. Vous terminez. Non, je veux bien. Vous ne pouvez pas parler de Bakassi parce que Bakassi, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan diplomatique, est une victoire du président Biya. Ouais, c'est une victoire globale du président Biya. C'est pour ça que moi je parle d'un pays qui avance. Parce que vous savez, on est là. Le fait qu'on soit même ici chez vous, c'est une victoire du président Biya. Ça, c'est la démocratie. Les télévisions privées qui foisonnent au Cameroun, le Cameroun est le seul pays francophone, même le seul pays en Afrique subsaharienne qui a autant, peut-être le Nigeria, qui a autant de télévisions privées. Autant de télévisions privées qui n'ont aucun problème pour exister. Le Cameroun est le seul pays où il n'y a pas de prisonniers politiques. C'est en Afrique francophone. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Citez-moi un. Il n'y en a pas. Vous dites ce que vous voulez, sauf si vous enfreignez la loi. Vous faites ce que vous voulez, mais à condition de ne pas être contre, de ne pas enfreindre la loi. Ah, c'est un beau piège. Non. La loi, il y a la loi. Tout le monde est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais les prisonniers politiques, c'est qui en prison sans avoir enfreint la loi. Bien que certains prisonniers de droit ou de crimes économiques se disent être des prisonniers politiques. Celui qui le dit ment, parce que quand vous avez des faits établis, comme on vous donne l'argent pour aller acheter un avion. On n'a ni l'avion ni l'argent. C'est quoi? Vous faites allusion à qui? Non, mais c'est celui qui a dit qu'il est prisonnier politique. C'est pour ça que j'ai parlé de la décennie du laisser-aller. Il n'y a pas de laisser-aller. On donne des opportunités à quelqu'un. On a une quantité extraordinaire de hauts commis de l'État de ce pays se retrouve à Kondengui.
c'est un fait qui ne peut pas être anodin. C'est pour ça que j'ai dit 92-2002. Dans certains pays, ces élites-là ne sont pas inquiétées. Une sorte de suggestion non dite de la part du numéro 1, c'est-à-dire de l'homme Biya, que tous ceux qui s'identifiaient comme étant ses camarades pouvaient tout se permettre. Il y a eu cette décennie-là et ça a entraîné, si ça fait le jeu du RDPC, en ce sens que les petits malins en ont profité pour s'en mettre plein les poches et donc pour mater la masse prolétaire, il se trouve que effectivement, on est sorti de cette décennie 92-2002 avec un corps social stratifié en classes sociales. Il y a une petite élite qui, aujourd'hui, jouit d'une richesse ostentatoire dont elle ne peut pas facilement justifier des origines. Pendant que parallèlement, dans la même société, il règne une misère criarde où vous retrouvez avec des gens qui, en plein cœur de Yaoundé, de Douala, pour ne citer que ces villes-là, manquent de tout. Pour ne pas citer l'eau, l'électricité qui nous sont distillées à compte-gouttes dans les hôpitaux, c'est délabré. Même les hôpitaux qui auraient dû être des hôpitaux de référence ont été pillés, etc. Donc, le mode opératoire est devenu la corruption a semblé devenir une sorte de mode opératoire érigé en système pendant cette décennie. C'est quelque chose aussi qu'il faut reconnaître parce que, chers concitoyens, du RDPC, vous savez, l'essence de la démocratie, c'est la contradiction. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et lorsque nous décryptons, ce n'est pas pour faire du mal à l'homme Biya, c'est juste parce que nous sommes tous engagés dans un combat. Vous décrivez un Cameroun. Vous décrivez un Cameroun qui engagés dans une mission politique. Vous décrivez un Cameroun qui est imaginaire chez vous, qui n'est pas le Cameroun réel. Vous décrivez un Cameroun qui n'est pas le Cameroun réel. Parce que en disant que les hôpitaux camerounais ne fonctionnent pas, en disant qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun, il n'y a pas l'électricité au Cameroun, n'est-ce pas? On va prendre la réaction de Marianne. Moi, je vois l'évolution. Oui, mais c'est lui le baromètre. L'évolution. Écoutons Marianne Ekane. Le baromètre le plus fiable, c'est l'homme de la rue. L'évolution de tous les problèmes du Cameroun sont dans le sens positif. Marianne. Le Cameroun est un pays en développement. Le pays est un pays en développement qui connaît des problèmes de développement et ces problèmes sont en train d'être résolus. On ne peut pas les résoudre tous les jours par un coup de baguette magique. On les résout par des actions qui ont une durée, mais qui ont des effets. Tout le monde peut reconnaître aujourd'hui qu'il y a moins de coupures d'eau à Douala et à Yaoundé qu'il y a 5-10 ans. C'est pas ce que je dis. Non, c'est ça la vérité. On est en train de parler du consensus après 96, avec des points focaux dans ce consensus. On a énuméré certains. Et nous, on aimerait avoir votre lecture si, selon Samuel Wonko, comme on vient de l'entendre, si vous partagez ce point de vue, qui pense quand même qu'il y a une évolution, il y a une certaine maîtrise de cette marche des choses, même si Alice, Sadio semble ne pas forcément partager ce point de vue-là. Bon, dans un premier temps, je vais dire, Mme Sadio a dit que M. Biya, quand il est arrivé, il était acclamé. Tout le monde aurait pu être acclamé. On sortait quand même d'un sanguinaire qui était Amadou Ahidjo. Donc on aurait pu même un Pelé, un Tondu, on l'aurait acclamé parce que c'était autre chose qu'on voulait. Donc M. Biya est arrivé avec l'espoir que ça a suscité. Premier truc. Deuxième chose, je rejoins, ça arrive, M. Wonko. Nous sommes en plein gouvernement, j'espère. Oui, quand il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun aujourd'hui. Les voleurs de la République qui aujourd'hui se sont rebaptisés prisonniers politiques. Pour moi, ils ne sont pas des prisonniers politiques. Ils sont des prisonniers de droit commun. Point. Là, je le rejoins. Mais quand il dit que la guerre Boko Haram nous a été imposée. Nous est imposée. Voilà. Je dis non, monsieur. Non, pas du tout. Ce sont les germes. C'est ce gouvernement qui a planté les germes de cette guerre. Parce que vous savez, chez moi, si mes enfants sont bien éduqués, sont bien élevés, ils vont faire face à la menace extérieure. On a laissé à l'abandon ces populations du Nord.
Et d'autres personnes arrivent et leur disent, on peut faire ça pour vous. Évidemment. On peut faire quoi? Faire la guerre pour vous? Non, on peut vous apporter ce que votre pays ne vous apporte pas. Qu'est-ce que la Boko Haram apporte? Vous avez demandé à Madame Sow de ne pas vous interrompre. Permettez que... Bon, allez-y. Voilà. Donc ça veut dire, les gens qui n'ont plus rien à perdre peuvent ouvrir et prêter l'oreille à n'importe qui leur propose autre chose. Donc c'est à cause de vous, de ce gouvernement, qu'on a Boko Haram. Ne dites pas que c'est arrivé comme ça. C'est vous qui avez Boko Haram. Vous avez passé tout votre 30 ans ou 30, je ne sais pas combien d'années à dire, M. Biya a apporté la paix au Cameroun. Maintenant, vous ne savez plus quoi dire, puisque ce que vous brandissez avant comme victoire de M. Biya, on a au moins la paix. On ne l'a plus. On l'a toujours la paix. Hein? On a toujours la paix. La preuve, nous sommes là. Si nous sommes en guerre, on a la paix. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La guerre, ce n'est pas seulement des coups de canon. La guerre, c'est dans les quartiers. Les gens qui mangent. C'est ça la guerre. Hein? C'est pas parce que le sang ne coule pas. Mais c'est les gens qui ne mangent plus. Des gens qui peinent à scolariser leurs enfants. C'est ça la guerre. Hein? La guerre, ce n'est pas seulement les coups de canon. Donc vous avez apporté la guerre dans ce pays. Avant ça, tout le monde pouvait aller à l'école sans problème. On avait l'école publique gratuite, monsieur. Elle est toujours gratuite. Ah bon? Madame, vous m'interrompez maintenant. Attention. Vous m'interrompez. Allez-y. Vous dites qu'on a l'école... elle est toujours gratuite. Elle est gratuite avec les APE. Elle est gratuite. Je vous ai demandé d'aller à Anguissa. Moi, ma nièce à Anguissa, 180 élèves, 5e allemand. De telle sorte que le professeur lui donne la moitié des copies à corriger. Et les autres gamins lui disent, donne-moi quelques points, je donne 500, je donne 1000 francs. C'est ça l'école gratuite? Ce sont vos enfants du renouveau qui sont dans les écoles gratuites parce qu'évidemment, vous avez pillé ce pays. Monsieur Biya a fait l'école gratuite, de la maternelle jusqu'aux bourses, comme tous ceux qui sont là. L'école de la République. Maintenant, ils sont arrivés, vous avez cassé cette école pour que nous, nos enfants, n'aient pas accès à ça. Vous avez bénéficié de ça. Vous avez dit, où sont les bourses maintenant? Où sont les bourses, M. Wanko? Vous dites que l'école est gratuite. Elle est gratuite où? Dites-moi, avec l'APE. Au Cameroun. Au Cameroun, elle est gratuite. Ouais. Mais j'ai l'impression que, M. Wanko, vous rentrez dans les quartiers souvent, les téléspectateurs vous écoutent. Quand vous dites ça, les gens se demandent si M. Wanko invente un autre Cameroun. Il y a un Cameroun virtuel qui est le vôtre. Et un Cameroun... L'APE, c'est quoi? C'est pas une pension. L'APE, c'est quoi? Vous savez, j'ai fait l'école gratuite, moi, M. Wanko. J'ai fait l'école. Et cette APE existait aussi. Moi, j'étais membre de l'APE. Vous savez, elle était fonction des revenus des parents. Oui. Moi, je faisais l'école. Elle était fonction. Elle est toujours fonction de revenus des parents. Ah, vous rigolez ou vous plaisantez? Oui. Monsieur Wanko, nous, on avait le jeudi. Je ne m'appelle pas Wanko, je m'appelle Wanko, madame. Monsieur Wanko, le jeudi, on avait la Nivakine. On a compris vos courants. Mais le problème, c'est que vous interrompez. Quand vous interrompez, vous dites, vous ne me laissez pas parler. Allez-y. Oui, Marie, vous terminez. On prend quelques SMS et on revient sur la deuxième tendance du débat. Je termine en disant. Je termine en disant que le problème, c'est le système de ce pays, qui est un système ojulatiste, qui est un système néocolonial, qui est ojulatiste d'Ojula, de Louis-Paul Ojula. C'est quoi? Vous ne connaissez même pas de... Vous êtes dans un système que vous ne connaissez pas. C'est qui? Ça veut dire que vous êtes dans un système... Je vous dis, ça veut dire que vous racontez n'importe quoi. Vous ne connaissez pas Louis-Paul Ojula. Nous sommes dans un système démocratique camerounais. On est dans un système néocolonialiste qui ne tient pas, qui est antagonique avec les intérêts. Alors on n'entend plus vous parler tous ensemble. Mais parce que lui m'interrompt. On est un pays pauvre, très endetté. Non. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Je veux dire, vous, on a quand même fêté cela au Champagne pour un triangle national qui avait tout pour émerger, qui avait tout pour éclore, avec un potentiel du point de vue de l'intelligentsia qui n'avait rien à envier aux pays voisins qui nous tutoient aujourd'hui. Le Cameroun, aujourd'hui, est un pays très pauvre et très endetté. Et le RDPC, votre parti, je parle sur votre contrôle, a fêté cela au Champagne. Et cela veut tout dire. Cela veut tout simplement dire. C'est pas moi qui t'interromps, la Marianne. Oui, mais c'est parce que c'est pas moi.
le potentiel du sous-sol, du sol, parce que nous sommes un pays béni. Je peux terminer. Le Cameroun, Marianne, avec ta permission, c'est pour mettre de l'eau à ton moulin, pour dire que vraiment, ce pays aurait pu être un bijou si l'homme Biya, du 6 novembre 82, n'avait pas abandonné son projet politique qui a séduit tout le monde pour devenir un stratège machiavélique, essentiellement concentré sur la conservation du pouvoir et les mécanismes de déconstruction de tout ce qui est identifié comme vous n'êtes pas la seule personne à dire. Non, vous interrompez tout le monde, vous m'avez interrompu. Et vous m'interrompez je la relance, c'est le débat, c'est comme ça que le débat se passe. Marianne, en moins de 2 minutes, vous terminez, on prend quelques SMS. Moi, je termine en disant... Monsieur Biya et les amis de Monsieur mon panier, j'ai du mal, bon, ou encore. Voilà. Avec toute la bonne volonté du monde, vous ne pourriez pas, parce que vous devez d'abord changer le système. Vous savez, je n'ai rien contre les personnes. Moi, mon problème, c'est le système. Ce même Monsieur Biya, ou vous, Monsieur encore, si vous êtes en Allemagne, à la place d'Angela Merkel, vous serez peut-être autre chose. Et cette Angela Merkel, ici au Cameroun, avec un système tel que celui qui est pratiqué ici, ne peut rien. Parce que ce système ne tient pas compte des intérêts de ce peuple. Ce système mène une politique exogène qui ne tient compte que des intérêts de l'extérieur, pas élever le standard de vie des Camerounais. Quand vous regardez les Camerounais, vous dites la croissance est là. Mais regardez les Camerounais, regardez leur vivre. Comment pouvez-vous dire qu'il y a une croissance alors que les gens crèvent de faim? Comment pouvez-vous dire ça, monsieur Wanko? Ou alors vous faites exprès? On prend quelques SMS et on va terminer la deuxième séquence. Moi, je voulais... Il a dit quelque chose de très important. On revient juste après les SMS, si vous permettez. Bonsoir, moi c'est Myriam de Yaoundé. J'aimerais dire que selon le monde d'aujourd'hui, notre président fait beaucoup d'efforts. Le monde change et les choses évoluent et on ne peut rien faire pour changer. Ça, il faut juste l'accepter. Bonsoir à vous en studio. Oui, ça c'est déjà lu. Pourquoi est-ce que le label, là, il reprend un peu ça en anglais, il reprend un peu votre développement. C'est ce que je voulais dire, je voulais intervenir. Pourquoi est-ce que la plupart des labels au Cameroun sont écrits en français? C'est ce que vous avez un peu développé là tout à l'heure. Le bilan à la date d'aujourd'hui laisse à désirer. J'habite à Bépanda, diplômé sans emploi. Cela fait 25 ans que le marécage nous ravage, mes parents et mes voisins. Autre SMS. La distance minimale entre deux débuts de boisson bas à snack est de 200 mètres. De qui se moque-t-on quand on ne censure ni ne peut pas diffuser la chanson et les clips de Petit Pays? Bon, ici, je préfère ne pas citer tout cela. On montait les prix, on va toujours boire. En fait, c'est Cyril qui s'interrogeait. Et ça, c'est également le titre de notre morceau qui semble être bien prisé par la jeunesse d'aujourd'hui. Soyons réalistes, on ne marche plus à la normale dans notre pays. Ça, c'est Eric depuis Omnisport à Yaoundé. Quelques-uns encore. Mon entourage et moi sommes contre cette sanction des artistes collés à la petite. Je ne le connais pas. Je pense qu'il n'est pas le premier à chanter ce genre d'obscénité. Quelques-uns. Bonsoir le plateau. Monsieur B, a-t-il déjà réussi une de ces idéologies du renouveau, Mpele Boyomo, depuis Ngousso? Bonsoir le panel. 33 ans de pouvoir, 33 ans d'échec, 33 ans de corruption, 33 ans de détournement public, 33 ans d'inertie, 33 ans de pauvreté, de misère, de gabégie gouvernementale et politique. RDPC, rendons définitivement pauvre le Cameroun. Bonne soirée, Mamadou de Kousseri. 33 ans de règne, je n'ai qu'une succession de gouvernements d'incompétents. Notez ceci, on fait son ascension au pouvoir, mais lui jamais, il ne fait aucun discours à ce sujet. Voilà un peu l'essentiel de ce qu'on a vu, qu'on a eu comme SMS. Alors je suggère, on va certainement prendre également vos réactions là-dessus, d'entamer la dernière partie de l'émission avec effectivement la dernière séquence 2002-2015. On a connu quand même un certain nombre de faits. Le point d'achèvement, je l'ai dit, le début de l'opération est prévu en 2004. Il y a eu les grandes ambitions, les grandes réalisations. Aujourd'hui, nous en sommes quand même à la réalisation d'un certain nombre de projets. Lompanga, Meking, l'axe Douala Yaoundé est annoncé, même s'il y a également les plans d'urgence, entre autres. Voilà ce qu'on peut retenir de façon globale et non exhaustive, ce qui a marqué la décennie
cette dernière période du chef de l'État, du président de la République, qu'on va étudier avec vous. Vous voulez rebondir déjà et puis revenir sur ce commentaire? Je voulais rebondir sur ce que disait M. Ngomba par rapport à l'utilisation, la dichotomie que les gens veulent toujours utiliser francophone, anglophone. Moi, je dis que je suis camerounais. Je peux parler anglais comme je peux parler français. Ça ne doit pas être un élément de division. C'est-à-dire que nous ne devons pas axer notre identification ou notre personnalité sur des langues qui nous ont été imposées par le colonisateur, que ce soit le français ou l'anglais. Je préfère qu'on me parle peut-être Bakweri, qu'on me parle Bassa, qu'on me parle Eton, là, qu'on me parle Kirdi. Là, c'est les valeurs et les valeurs culturelles, les langues de mon pays. Donc, les expressions francophones, anglophones ne doivent pas nous diviser. Et moi, je voudrais dire ceci de positif, c'est que quand vous regardez le code de procédure actuel, il est beaucoup d'inspiration anglo-saxonne. Et ce que le président fait, habituellement, c'est que, j'ai pris cet exemple-là pour dire que, de façon globale, quand il voit que quelque chose qui est fait de façon anglo-saxonne, qui est bien, il intègre que ça devient un fait national. Quand c'est bien du côté francophone, il essaie de prendre le meilleur de chaque côté. C'est-à-dire, je crois que ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire, actuellement, il y a beaucoup de choses qu'on fait au Cameroun qui sont d'inspiration anglo-saxonne. Bon, c'est l'histoire. Mais je dis que moi, Camerounais, on ne doit pas me diviser en disant qu'il est anglophone. Sur la base de la langue. Oui, sur la base de la langue. C'est une langue étrangère, en fait. Peut-être que j'ai besoin d'utiliser. Même si d'aucuns poussent le bouchon un peu plus loin, il y en a qui pensent même qu'on divise sur la base de la tribu. Là, moi, les tribus sont une réalité camerounaise. Nous sommes constitués d'une multitude de tribus. Ça, c'est une réalité sociologique camerounaise innée. Mais la langue, c'est une réalité qui nous impose. Je prends un peu le Bakweri et le Douala, ils parlent la même chose. Le Bakweri, le Douala, le Batanga, ils parlent la même chose. Parce que l'un est anglophone, l'autre francophone, il faut les diviser. Ça n'a pas de sens. Allez, Sadio. Bon, je voulais revenir rapidement, voilà. Non, je voulais sauter. 2002-2015. Allez-y, je vais revenir après. Je voulais uniquement parler de ce problème, que le problème anglophone-francophone doit plutôt être un élément de rassemblement. C'est-à-dire prendre ce qui est bon chez les anglo-saxons, prendre ce qui est bon chez les francophones, et en faire de cela la camerounité. C'est-à-dire que l'identité camerounaise... Enfin, ça doit être un atout, ça doit être une richesse. Mettre davantage en avant le bilinguisme. Oui, que le bilinguisme soit une richesse pour nous. Parce que moi, je suis francophone, mais je me rappelle quand j'ai travaillé dans un secteur bien précis, je me retrouve aux États-Unis, et on me demande où j'ai fait mes études aux États-Unis. J'étais à Houston, on me demande où j'ai fait, dans quelle université. Je lui ai dit non. Je n'ai pas fait mes études, mais je suis dans un pays où on parle français et anglais. Absolument. Donc, quand je suis ici, je suis obligé de parler anglais, parce que dans mon pays, je suis obligé, j'ai l'avantage de pouvoir parler anglais, et quand je suis le français, j'ai l'avantage de pouvoir parler français. Alors, et je vous dis, la première fois que je me retrouvais là, c'était avant 1990. Absolument. Et quand je parlais du Cameroun, quand je parlais du Cameroun, les gens me disaient, c'est quel pays? Parce que vous avez su en faire une valeur. Voilà. Oui, 2002-2015. Oui, avant d'embrayer dans la 3e décennie, conformément à votre découpage, je voudrais dire sur cette question-là que la communauté francophone et la communauté anglophone, bien que cette réalité-là soit le fruit d'un héritage colonial, n'en demeure pas moins réalité sociale camerounaise. Qu'il faut positiver. Qu'il faut positiver, ouais. Je suis d'accord avec vous, mais positiver en décryptant le comment et le pourquoi de la grogne, par exemple. Et c'est un seul élément que je voudrais citer parce que peut-être ce n'est pas le thème du débat d'aujourd'hui. Vous savez comme moi, les fonctionnaires, les avocats, les opérateurs du droit
dans la partie anglophone sont en grogne en ce moment parce qu'ils estiment que ils sont lésés dans la pratique, dans l'exercice de la fonction judiciaire du fait de l'annexion par l'approche francophone de toute la pratique. Voilà. Moi, je vous dis que la procédure actuelle, la procédure pénale, ont-ils raison elle est essentiellement anglo-saxonne. Ont-ils raison ou ont-ils tort? Notre réponse sur cette question, c'est que la problématique est tellement profonde qu'elle ne peut pas être compte tenu de l'histoire du Cameroun. N'oublions jamais et n'essayons jamais de diluer l'histoire d'un peuple parce que ça nous retombe, c'est comme cracher en l'air, ça vous retombe sur le visage. La réunification du Cameroun est le résultat de la jonction de la partie francophone avec la partie anglophone. Et chacun revendique à corps et à cri son héritage, à tort ou à raison. Donc, il se trouve que... Sur cette question, avez-vous le sentiment que le système BIA a su conforter ces deux tendances-là? Non, le système BIA n'a rien fait. Je viens de vous dire que le système BIA, pour ce qui est des 2 premières décennies, ça a été le repli sur soi pour la première décennie, peut-être du fait des secousses. Et la deuxième décennie, ça a été le laisser-aller, c'est-à-dire, les gens disent la malgouvernance. Moi, j'irais plus loin, je parlerais même de la non-gouvernance. Parce que chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Et c'est pour ça que le tribalisme, la corruption, les détournements de deniers publics ne sont passés du stade de fléau qu'on retrouve dans toutes les sociétés en système de gouvernance. Et dans la rue, vous pouvez entendre des mots tels que tu sais à qui tu as affaire. Et parce que dans le corps social camerounais, vous pouviez voir des gens, parce qu'ils abordent la tenue du RDPC, mais abuser des pouvoirs des autres par le simple fait qu'ils sont des opérateurs du champ politique et détenteurs du pouvoir. Ça, c'est la deuxième décennie. Maintenant, pour chuter sur votre découpage, 2002-2015, effectivement, c'est la troisième décennie, donc, qui correspond à la décennie du parachèvement de la déconstruction des adversaires. Je suis opposante et lorsque je le dis, je pèse mes mots. La décennie de la déconstruction des adversaires, du parachèvement de la déconstruction des adversaires politiques. Les sénatoriales, hier, nous l'ont démontré à suffisance. C'est-à-dire que quoi? Le régime BIA, et ça, il faut le dire, pour dire qu'en matière d'implémentation du livre de Machiavel, il est maître. Il est maître. À tort ou à raison, je ne voudrais pas faire un jugement de valeur, mais il est passé maître dans l'art de la manipulation et du domptage de tout ce qui pouvait se présenter comme facteur gênant, comme obstacle. Aujourd'hui, la société camerounaise, la société civile, les opérateurs politiques cherchent leur voie. Ils cherchent leur trajectoire, ils essayent tant bien que mal. Quand je dis « ils », je veux dire nous, nous qui aspirons à vous remplacer demain, nous avons encore à démontrer que nous avons la capacité de tracer une trajectoire lisible et de bâtir sur cette trajectoire-là, bâtir sur cette trajectoire-là. Vous avez raison de nous apprécier comme ça. Ne voit pas cette trajectoire. Tout à fait, vous avez raison de nous apprécier comme ça. C'est le boulevard du RDPC que le peuple voit. Donc, l'opposition camerounaise qui aujourd'hui a du mal à tracer une trajectoire clairement lisible et d'asseoir sur cette trajectoire une stratégie qui parvienne à mettre, entre guillemets, hors d'état de nuire politiquement le système qui nous a gouvernés pendant 30 ans. Tiens, j'allais même dire que 33 ans de règne, c'est trop pour un pays qui a prôné, et pour un homme qui a prôné le dynamisme. Parce que lorsqu'on parle, entre autres, ça a été cela, vous savez, la politique, c'est un chassé-croisé. Et puis, à qui mieux, c'est une guerre, c'est un joute dans lequel, lorsque ceux les plus malins, les plus futés, ceux qui savent transformer les situations qui s'offrent à eux à leur avantage, peuvent émerger, à tort ou à raison. Donc, je dis que sur ce plan-là, la troisième décennie 2002-2015 est une décennie qu'on peut dire, qu'on peut qualifier de décennie de l'overdose politique.
N'oublions pas qu'en 2008, il y a quand même eu une révision au forceps de la Constitution, laquelle révision a retiré ce que j'ai appelé en introduction les biscuits qui avaient été introduits au lendemain du consensus. De la limitation des mandats. Du consensus social des années de Braise. Du consensus social des années de Braise. On a levé le verrou de la limitation des mandats. C'est le peuple qui choisit. Deuxième biscuit qui aurait pu être intéressant et peut-être bétonner un peu la saignée économique, c'était la disposition relative à la déclaration des biens. Vous êtes d'accord avec moi. Article 66. Article 66, vous êtes d'accord avec moi que cet article-là n'a jamais, mais alors jamais été implémenté. Donc, à quoi sert une loi fondamentale dans un pays où on nous a par ailleurs prôné la moralisation et la rigueur? À quoi sert une loi fondamentale qui ne sert à rien, pour ainsi dire? Ngoba Ndele, justement, sur cette période, il y a quand même eu un temps fort, hein. Notamment l'opération Épervier qui semble-t-il n'est pas encore terminée. Donc, on a pu constater au sein de l'appareil d'État, l'appareil gouvernemental, qu'il y a un certain nombre de personnes dans l'élite gouvernementale qui n'ont pas forcément bien géré la fortune publique. Est-ce que sur la période 2002-2015, vous avez le sentiment justement que c'est peut-être un aveu de défaillance pour le système? Not really. My problem with this operation, this anti-corruption operation, is that it basically targets ministers and general managers. I think it should be reoriented because I know I have friends and classmates who I think are more corrupt than some of our ministers and some of our general managers. What I'm trying to say is there are tax inspectors, there are so many people out there who are corrupt and who are fueling corruption to the point where the targets that the president has put in place, which is basically the ministers and GMs and other very, very top officials, will not solve the problem because the body of corruption, the real essence of corruption is still there. And Cameroon now has developed another form of corruption because now most of the first victims of the Operation Sparrowhawk or Pervier, as it's called in French, were people who were caught with their fingers in the pie, people who were caught stealing. But there is another form of corruption now, which is, I would even say defensive, which is a man will not ask you for something, but he will not serve you if you do not oblige, if you do not pay. And then there is kickbacks. There are kickbacks, which means if I am an authority and I don't want to steal from government coffers directly, and I have a contract to hand out to build a particular road, I will hand it out to probably the most incompetent who will come and bribe me after. There you wouldn't find it in the books. But that is another form of corruption, which I think the president should address. Je voudrais relever justement, déjà à la sortie des années 90, on était champion du monde 2 fois de suite, un titre décerné par Transparency International. Est-ce que ça n'a pas justement été le ventre mou? Est-ce que le fait d'être arrivé à ce niveau n'a pas été la révélation de ce que le système n'a pas forcément suffisamment protégé? Sa fortune n'a pas été défaillante justement dans le mode de gestion de la société, le mode de gestion de la fortune publique? But the president himself has accepted that there have been loopholes in the way things have been managed. Well, you see, he created also CONAC, ANIF, and the same Cameroonians are complaining that there are too many structures fighting corruption. But let me add something. Allez-y. In Kenya, there is something that they refer to as lifestyle audit. I read it in a paper recently. And it has to do with the way you live, even if you've never stolen. If you own houses that are too costly, if you own too many cars and stuff, in Kenya you have to justify, you have to explain how you came about. So I would like this particular aspect to be incorporated in the fight against corruption. Yeah. There are lots of corrupt people out there
who boast because they've not been caught with their hands in the jar, stealing honey or something. But they live life, they go out there to nightclubs, they crack champagne. Où sont les preuves? That is it. So you see, I think we should help the president. Actually, we should help him in this fight he has started. And there I agree with probably with Mrs. Ekani and people that work on that. People should not use political reasons to justify the fact that they've been roped in. And this fight against corruption should be accelerated. It should continue. And I think the president has the will to continue. And in a few years, on a l'impression qu'au fur et à mesure que le processus d'arrestation avance, il y en a toujours qui... because of the lifestyle audit. Because of the lifestyle audit. La dernière décennie, it should be implemented. 2002-2015, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué dans le bilan des 33 ans? Je vais parler de plusieurs points. Comme il vient de parler, je vais parler de cette corruption-là, cette opération Épervier. Nous avons ça, s'il y a quelque chose, voilà ça je m'en souviens maintenant, s'il y a quelque chose que je peux mettre au crédit du président Biya, c'est cette opération Épervier, même s'il y a des imperfections. On ne fait pas d'ironie là. Ah non, là, sérieusement, et on l'a dit, le Manidem l'a dit, que nous soutenons cette opération Épervier, même s'il y a des imperfections, même si ça a tête chercheuse, au moins, ça a amené les gens à faire un peu plus attention. Et il faut que le président Biya aille encore de plus en plus. Mais cette corruption-là, il est le responsable de cela. Parce qu'on le lui avait dit, on a dit, Monsieur le Président, il y a des gens qui font des essais. Où sont les preuves? Voilà la réponse du président Biya. Mais nous l'encourageons. Quand on a apporté les preuves, on a mis les gens en prison. Qui a apporté les preuves? Vous risquez de avoir de temps de parole. Hein, si vous prenez la parole à tout le monde tout le temps. Deuxième chose, quand Mme Sanjo parle de l'opposition, mais quelle opposition? En réalité, moi je pense, et nous pensons, qu'il n'y a que deux camps. Il y a les gens du système, les déchus, pas les déçus, les déchus du RDPC, qui n'ont pas eu leur place au RDPC et qui sont allés créer leur petit truc en attendant qu'on les rappelle, et ceux qui sont contre ce système. Il n'y a que deux camps. Je suis dans le camp de la rupture. Nous sommes des révolutionnaires, nous devons mettre hors d'état de nuire ce système néocolonialiste qui ne tient pas compte de l'intérêt de ce peuple. Mais il y a des satellites, des partis satellites, la société civile qui est l'antichambre du RDPC. Des gens qui veulent être RDPC, mais qui commencent par être société civile, le temps d'exister, et puis rentrer dans le rang de M. Wanko. Il sourit, il sait que ce que je dis est exactement la vérité. Donc, ce n'est pas de l'opposition, ça. Il y a deux camps. Un système tel que le système du RDPC ne s'aménage pas. On ne l'aménage pas. Il n'y a pas de... à peu près, on rompt avec un système. Et rompre avec ce système, c'est casser le système. Pas faire avec, pas aménager, pas courir les chancelleries occidentales dans les couloirs en espérant qu'on va venir les placer sur le trône. Non, c'est nous les Camerounais qui devons mettre à mal ce système, mettre ce système hors d'état de nuire. Et M. Biya, nous avons espéré que M. Biya, en arrivant, allait le faire. Or, il y a eu la crispation, il a passé tout son temps à consolider son pouvoir. Et consolider son pouvoir, c'est laisser l'entourage faire ce qu'ils avaient à faire, donc piller, et maintenant il se retrouve avec les opérations Épervier de tel et tel. Tout le monde qui est autour de M. Biya au pouvoir, ils ont quelque chose à se reprocher. Donc personne ne peut dire je suis prisonnier politique, parce que tous, ils ont usé et abusé de la fortune de ce pays. Tous, à tous les niveaux du RDPC, sont corrompus, ont puisé dans la caisse. Nous avons les sociétés d'État qu'on a nationalisées. Dans certains pays, il y a des délits d'initiés. Il y a des gens qui étaient juges et partis, qui ont racheté les dépouilles de ces sociétés. Monsieur Onko, je le regarde encore, il sait de quoi je parle. Beaucoup de gens ont racheté ces sociétés pour une bouchée de pain.
Et ces employés sont encore là, en train d'attendre ce qui leur revenait. Ils ont pris des domaines énormes de l'État. Et je signale à tous les spectateurs que j'ai en ma possession le décret d'application d'expulsion du domaine de l'État signé par le président Biya, qu'il faut expulser tout le monde des hydrocarbures, tous ceux qui ont, par la GMI, au niveau du GICAM, tout ce domaine, c'est le domaine public que le président Biya a signé d'expulsion. Mais c'est là depuis pratiquement 15 ans. Le décret est signé. On n'expulse personne. On va chercher les gens en Bambada pour les sortir. Parce que les pauvres, eux, ils s'installent là où ils peuvent. Or, les riches s'installent là où ils veulent. Donc, en regardant un système comme ça, comment pouvez-vous me dire que le Cameroun va bien? Le Cameroun va bien pour les amis. Vos amis, mais ceux qu'ils sont bien à l'aise. Évidemment, ils veulent que ce système continue de se perpétuer. Parce que, pourquoi se battre quand tout va bien? C'est le Camerounais qui souffre, à qui je dis aujourd'hui qu'il faut envahir le stade. Parce que votre champion, il est au banc de touche, en train de regarder le match jouer, il est endormi. Et dès qu'il y a la hola, une hola des spectateurs, il se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il nous fait un petit discours. Il y a quelque chose là. Ouais, bon, oh, ils sont des incompétents. Après, il se rendort, bercé par les griots comme les femmes ndongo en train de chanter. Je demande aux Camerounais d'envahir le stade, de ne plus rester dans les tribunes pour faire la hola, envahir le stade et arrêter ce match. Il faut arrêter ce match. Je vais d'abord vous dire qu'au Cameroun, il y a un seul président, un seul dirigeant. C'est le président Paul Biya. Il n'y a pas deux. Je parle d'expérience. Ce n'est peut-être pas un homme qui fait du bruit, ce n'est pas un homme expansif, mais rien ne lui échappe, madame. 33 ans. Bah, ouais. Il ne fait pas 33 ans qu'il veut. Donc, je vais vous dire. Non, personne ne pille plus. Ah oui. Tout le monde qui pille passe à la fourchette. Ceux qui pillent. Madame, moi, je suis fier. Parce que moi, j'ai géré ce pays. Je n'ai pas volé. Ah oui. Parce que vous avez dit tout le monde a été vol. Moi, j'étais banquier, j'étais directeur de banque. J'espère que ça ne vous a pas contaminé. Hein. Vous lui prenez la parole tout le temps là maintenant. Madame, quand j'ai quitté cette banque, non, il vaut mieux ne pas la citer. Il vaut mieux ne pas. Il faut citer pas le nom. Elle existait, elle était prospère. Citez pas le nom. I was credit manager of Cameroun Bank. Mais moi, je suis parti de la banque pour autre chose. Voilà. Donc, je vous tiens en train de vous dire que ce monsieur, vous avez une fausse impression que beaucoup de Camerounais ont, parce que c'est un monsieur naturellement discret. On n'a pas un problème de personne, non, mais c'est sa personnalité. Ou peut-être naturellement absent. C'est naturellement, pas absent. Pas absent. Bon, de temps en temps, parti. Non, madame, ne me prêtez pas des mots. Ne me prêtez pas des mots. De temps en temps, parti quand même. Il n'est parti nulle part. Il est là. Et je vous dis, il y a un seul dirigeant dans ce pays, c'est lui. Le créateur. Le seul, non, celui qui prend la décision. Je vais vous dire ceci. Vous parlez du Cameroun comme si rien n'a été fait au Cameroun. Moi, j'ai été élève dans ce pays. Dans ma région du Sud, j'étais élève dans les années 110. Il n'y avait aucun lycée. Aucun lycée. Oui, je dis bien, dans tout, il n'y a aucun lycée. Non, à la date d'aujourd'hui, à Douala, j'ai vécu quelque chose. Comment j'arrive à Douala? Je passe le concours, parce que je suis au collège Bono, je passe le concours pour venir au lycée technique commercial de garçons à Yaoundé. La rentrée, le président Aïdjo décide que le lycée technique de Yaoundé, le lycée technique de Garoua, le lycée technique de Koumba sont transférés, regroupés au lycée technique de Douala. 1970. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pourquoi le fait? Parce que Douala seul avait les équipements pour
présenter l'examen en pratique. Et c'est cela, c'est ça. À la date d'aujourd'hui, il y a les lycées techniques dans les quartiers. Dans les quartiers. À Bipanda, il y a un lycée technique. Il y a un lycée technique à Bipanda. Non, il y a tout. Il y a tout. Un lycée technique à Bipanda. Et les routes de Bipanda sont goudronnées et ont la lumière. Oui. À Bipanda, les routes sont goudronnées et il y a la lumière. Et il y a l'eau. Et il y a l'eau. Et il y a l'eau. Je fais souvent mes campagnes à Bipanda. Alors, oui, d'accord. Bon, alors, je voudrais vous dire que le Cameroun avance. Mais nous sommes un pays en développement qui est obligé de régler beaucoup de problèmes. Nous nous trouvons qui est obligé de régler beaucoup. Qui est obligé de régler beaucoup de problèmes pour avancer. Beaucoup de problèmes sociaux. Et nous les réglons au fur et à mesure. 33 ans. Oui, parce que pour aller à l'université, il n'y avait que Yaoundé, les gens qui étaient Bamenda, les gens qui étaient Marois. Pour venir à Yaoundé, aujourd'hui, nous avons 10 universités d'État. Alors, à tout moment, à tout endroit, vous pouvez aller à l'université sans être obligé de faire 500 km. C'est normal. Mais je peux citer beaucoup de gens comme ça. Et ces universités sont... Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je donne des exemples concrets. Moi, j'avais adopté ma ville d'adoption. Ma deuxième ville d'adoption, c'était Bamenda. J'adorais Bamenda à cause du climat. J'aimais le climat de Bamenda. Pour aller à Bamenda, je passais presque une journée en route. Maintenant, pour aller à Bamenda, je n'ai pas besoin de passer 24 heures en route. Vous passez comment par Bonabéry, là? Alors, à 4 heures, pour passer à Bonabéry, 4 heures. Ce sera la question de c'était la dimanche, 4 heures. Pour faire Daïdo, Bekoko. On vient de faire les 33 ans. Paul Biya 33 ans après. Maintenant, on va essayer de s'interroger quel avenir. Vous aurez l'occasion de rebondir sur ce qui a été dit précédemment à Alissa Diop, mais j'interroge cette fois-là. 33 ans après, Paul Biya, quel avenir? Oui, je ne sais pas si on peut... En tout cas, je ne vois pas d'avenir. Je ne suis même pas sûre que les perspectives d'avenir en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne le développement global et intégral de notre pays préoccupent tant que ça ceux qui ont en main le destin du peuple camerounais, pour la simple et bonne raison que je viens de dire que la décennie précédente a été une décennie du laisser-aller. Je ne suis pas sûre que nous soyons complètement sortis du laisser-aller. Non. Nous sommes dans la 3e décennie qui est une décennie de la gestion des dégâts du laisser-aller de la 2e décennie. Entre autres dégâts, nous sommes aujourd'hui, pour prendre, monsieur a parlé de l'éducation, pour citer quelques lycées et puis même l'éclatement. Vous pouvez même citer l'éclatement de l'université de Yaoundé 1 en plusieurs universités. Il y a eu des créations, il y a eu des créations de nouvelles universités. Sauf que je suis désolée, on n'évalue pas les performances d'un régime, d'un règne par rapport à ce qui est passé. Parce que l'ambition d'une équipe politique, c'est de se projeter vers l'avenir. On a d'abord des réalisations. C'est pour ça qu'en ces réalisations-là, si vous voulez les projections, on va vous les donner. Vous auriez dit que je suis en train de vous couper et que je n'aime pas le débat. Vous obligez madame à faire la modératrice. C'est pour ça qu'en politique, on parle de vision. Qui a dit vision en politique veut dire projet. Et qui dit projet veut dire se projeter vers le futur. Donc, je suis désolée, il n'est pas possible qu'on fasse une lecture objective, scientifique, en repliant ou en obligeant l'analyse à retourner toujours vers le passé. Projetons-nous vers l'avenir et demandons-nous. Hier, nous étions 10 millions. C'est pour faire la comparaison de ce qui s'est passé entre quand on est arrivé et ce qu'on a fait. Vous ne pouviez pas faire autrement. Donc, parlant de projection, il y en a qui n'ont pas pu faire ça. Et je dis tantôt qu'en politique, on parle de projection. En politique, on parle de projection. C'est pour ça que la première question qui vient à l'esprit lorsque vous dites que vous êtes un homme politique qui aspirez à diriger les autres, on vous demande quel est votre projet. Donc, ne nous ramenez pas tout le temps vers le passé
pour la simple Mais il faut raison aussi faire que le bilan, les 10 millions de Camerounais d'hier se sont transformés par la force de la démographie à plus de 20 millions. Donc à c'est plus un peu- de 20 millions de Camerounais. Sauf que nous sommes dans la décennie de la gestion des dégâts de la décennie précédente. Sur le plan de l'habitat, les marécages, ce matin encore, je suivais le journal, on parlait des inondations qui ont recommencé. Pourquoi est-ce qu'il y a des inondations partout dans la plupart des quartiers, des bidonvilles se sont installés dans la porte d'entrée du Cameroun? Tiens, Douala, c'est la porte d'entrée du Cameroun. Douala, c'est le littoral, c'est-à-dire c'est la vitrine de ce cher et beau pays. Pourquoi est-ce que c'est devenu un amas d'immondices où croupit, où la misère rivalise avec la délinquance et la dépravation des mœurs? C'est justement parce que le peuple a été abandonné à lui-même et s'est versé dans la débrouillardise. Sur le plan de l'habitat, les gens se débrouillent. Sur le plan de l'éducation, il y a une rupture et c'est là où c'est visible de la manière la plus criarde. Je cite comme ça un élément, les états généraux de l'éducation, puisque vous avez voulu parler de l'éducation. Les conclusions de ces états généraux de l'éducation ont stipulé, entre autres recommandations au gouvernement, de supprimer par exemple le probatoire qui ne représente plus rien sur l'échiquier de l'éducation au niveau international, sauf à remplir les caisses de l'État et puis freiner les enfants pour rien. Donc, sur le plan de l'éducation, pendant que vous citez les lycées classiques et autres, moi je peux aussi vous citer, j'ai fait le septentrion à Damawa, nord et extrême nord. Mon Dieu, j'ai été scandalisée de voir le drapeau du Cameroun flotter sur des mottes de terre. C'est-à-dire un truc avec des pailles. Il faut aussi citer ce contraste-là. Et bête que je suis, je ne savais même pas que c'était des écoles. J'ai donc demandé à notre camarade du parti qui était avec nous, c'est quoi ça? Parce que tout le long, comme le septentrion est large, vous voyez, à perte de vue. Alors, on traversait les villes et les villages. Il n'y a aucune école construite au nord. Et on voyait des... Non, il ne faut pas mentir à côté de moi. Il n'y a aucune école construite. Bon, écoutez, il n'y a aucune école construite au nord. C'est pas vrai. Il y a même un programme d'urgence pour renforcer la portée des écoles. Pourquoi d'urgence? C'est justement pour ça que je parle de la améliorer. Pour améliorer. Le programme d'urgence est... Vous allez revenir. Vous allez la contredire, mais laissez-la terminer. Je suis d'accord avec vous. C'est ne développe pas sera même pas de quoi vous avez parlé du programme d'urgence. Comment est-ce que l'adéquation entre le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le budget programme dont on nous a parlé, et comment est-ce que vous, au RTPC, vous réussissez à allier tout ça avec le plan d'urgence? Qui dit plan d'urgence dit qu'il y a péril en la demeure. Effectivement, il y a péril en la demeure. Sur le plan de l'éducation, nous avons des enfants, on doit rafistoler à l'arrivée. Parce qu'on n'a rien fait en amont. On doit rafistoler à l'arrivée avec des politiques bancales qu'on appelle l'équilibre social, l'équilibre régional. Alors qu'on aurait pu faire que chaque citoyen camerounais que la citoyenneté soit équitable et que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les enfants, du moins pour ce qui est des écoles publiques, puissent jouir des mêmes infrastructures. Je vous dis donc que dans le septentrion, il y a des enfants qui s'asseyent sur des mottes de terre, avec pour toiture des pailles, et lorsqu'il y a des tempérés, ils sont obligés de plier ce qui leur sert de cahier et rentrer à la maison. Donc à l'arrivée, ils ne peuvent pas avoir le même rendement sur le plan intellectuel que les enfants qui ont fréquenté à Yaoundé et à Douala. Sur le plan de l'habitat, sur le plan de l'habitat, c'est les inondations partout. C'est la honte. Douala, c'est la honte. C'est le visage hideux de l'échec d'un renouveau qui a passé le temps à concocter des stratégies pour mieux asseoir son gouvernement. Donc, pour répondre à votre question, M. Dipita, il n'y a pas d'avenir. Parce que nous sommes pris en otage par un système qui travaille machiavéliquement sur comment perdurer. Et après moi, le déluge. Ngomba Ndele, après 33 ans, quel avenir avec Paul Biya? I think the future of this country lies
squarely in the dimension of peace and the peace we enjoy. Because as Big Brother Walker rightly said, there can be no development without peace. And I think the president should continue in his efforts of bringing in more young people, injecting young and fresh blood into government or into positions of responsibility. And I want to use this opportunity to salute the appointment of people like former Governor Joseph Betiasomo as the new Minister Delegate for Defense, Minister Elung Paul Chair in Finance. I think the president should continue bringing in more young, competent people. And you see, with peace and with the injection of fresh blood, there is a bright future for Cameroon. 3 ans après, quel avenir, Samuel encore? L'avenir, moi j'ai confiance à l'avenir du Cameroun. Parce que sur les 33 ans, on a bâti du solide. Le Cameroun est un pays solidement bâti. Les routes sont en train d'être construites partout. 33 ans. Partout. Partout, les routes sont en train d'être construites. Le Cameroun, il y avait des zones inaccessibles. Je dis bien des zones inaccessibles. Moi, je prends un exemple. Quand j'étais directeur de banque, j'allais dans tout le nord-ouest. Pour partir de Bamenda à Oum, je passais 2 jours. Je passais 2 jours. Nous étions dans les années 80, 81, 80, 81, 82, 83. Maintenant, Bamenda à Oum, il a fait 2-3 heures. Vous passez par où? Il faut me dire, parce que... Bamenda, je dis, quand vous êtes à Bamenda pour aller à Oum, on passait 2 jours en route, 2 jours en route. Maintenant, il y avait même, là, on parlait dans l'imaginaire de la fameuse ring road. Mais maintenant, c'est devenu une réalité. Bon, bref, je peux citer beaucoup d'exemples dans toutes les régions du Cameroun, comme ça, où il y a un développement réel de ce pays. Maintenant, on va dans le camp où les voitures n'y arrivaient pas. On allait par pirogue. Moi, j'étais au lycée. Parce que moi, j'ai reçu vos Sanga Nyamding ici, lui pleure tous les jours pour le camp. On arrive, chaque fois que je le reçois sur le plateau, on arrive à Yabassi maintenant en voiture. Avant, on arrivait uniquement par pirogue. Il dit que son camp natal a été abandonné. Non, on arrive maintenant à Yabassi en voiture. Avant, on arrivait par pirogue uniquement. Quand j'étais au lycée technique ici à Douala, on y arrivait uniquement par pirogue. Ce qui fait que beaucoup de jeunes de Yabassi ne rentraient plus chez eux. Maintenant, ils y vont parce qu'il y a la route. Toutes les routes ne sont pas encore bitumées. Nous sommes un pays en développement. Mais on rend toutes les routes accessibles et praticables. C'est d'abord ça. Et cet effort-là doit être maintenu et continué pour faire du Cameroun un pays émergent. Non, les gens peuvent dire on est en train de faire du Cameroun un pays émergent, c'est-à-dire à tous les niveaux, et des infrastructures, à tous les niveaux, des équipements. Évaluer par rapport au potentiel du triangle national. On ne peut pas, madame, résoudre tous les problèmes. On ne peut pas résoudre tous les problèmes le même jour. Mais on les résout de façon continue et de façon rassurante. On les résout de façon continue et de façon rassurante pour amener le développement et le bien-être à tous les Camerounais. Il y a un plan où on doit construire des hôpitaux de référence dans toutes les régions du Cameroun. C'est-à-dire à tous les plans, au niveau de tous les plans, on essaye de résoudre, d'apporter des solutions aux problèmes des Camerounais pour que tous les Camerounais se sentent dans leur pays. Le Cameroun est promu à un bel avenir avec le plan BIA, avec le RDPC. On reçoit avec vous, Marianne. Marianne, 33 ans après, Paul Biya, quel avenir? Comparaison pour comparaison. Moi, je peux vous dire qu'avant, je partais de Douala pour aller à Bomono en 15 minutes. Aujourd'hui, je mets 3 heures. On est en train de vous faire, on est en train de faire une route
On a de comparaison. Mais il y a des travaux. Quand on parle, c'est les travaux. Laissez-moi finir. Quand on parle de Momono, c'est un dérangement ponctuel. C'est des trous. C'est un dérangement ponctuel. Ponctuel depuis 10 ans. C'est des travaux, non, les travaux de Boudabéry ne durent pas depuis 10 ans. Allez-y, Maria. Donc, comparaison pour comparaison, je veux encore vous dire que comparaison pour comparaison, avant, les maisons à Douala avaient des numéros. Moi, j'habitais à 65 rue Gallieni. Les numéros. Avec une population de 500 000 habitants, nous sommes à 2 millions. Bon, mais c'est justement pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas... Les numéros ne pouvaient pas continuer parce que la population a surpris le RDPC. Ça n'a pas surpris. De manière anarchique. Les gens sont là. De laisser aller. Mais moi, j'ai une note d'espoir. Parce que le Camerounais a de la ressource. Vous avez pensé que ce pays, si vous pensez que vous allez le laisser complètement cassé, le Cameroun a de la ressource. Les Camerounais sont là. Les Camerounais vont relever ce pays et vont vous montrer que voilà le Cameroun. Vous verrez le Cameroun. Nous sommes aussi des Camerounais. Hein? Les gens de sont aussi des Camerounais et nous aimons ce pays. Laissez-moi donc finir. Voilà. Je vous dis que nous, les Camerounais, nous allons vous montrer à vous le Cameroun qui devait être, que vous n'avez pas. Vous allez le voir. Le président Biya ne le verra peut-être pas, vu son âge. Ou bon, voilà. 2035. Ah non, ma mère, à l'âge du président Biya, je m'attends du jour au lendemain que son cœur s'arrête. C'est normal, vu son âge. Donc, mais vous et vos amis, vous verrez le Cameroun. On vous montrera, voilà le Cameroun qu'on a pu remonter. Regardez ce que nous, on a fait en si peu de temps. Je garde notre espoir et c'est pour ça qu'on se bat. Pour qu'on vous montre ce Cameroun-là. Ce que vous n'avez pas fait, vous le verrez. Parce que nous, on a de la ressource. Les Camerounais savent que le RDPC peut l'amener à l'émergence. Il faudrait simplement que les Camerounais, comme on leur dit, tout dépend d'eux. L'avenir de ce Cameroun dépend des Camerounais, ne dépend pas des leaders politiques ou c'est les Camerounais. Tant que les Camerounais ne prendront pas en compte leur vie, leur destinée en main, on aura toujours à subir les amis de M. Wanko. Qui ne sont pas des Camerounais. Qui ne sont pas des Camerounais. Dont les Camerounais doivent... qui ne sont pas des Camerounais, dites-moi. Qui sont des touristes. Compte tenu... D'où? On vient d'où? On ne sait pas d'où. Parce qu'on ne peut pas aimer son pays et faire ce que vous faites. Vous êtes des touristes. Nous aimons notre pays et nous le gérons bien. Vous le gérez bien. Oui. Monsieur Wanko, vous êtes chrétien. Oui, je suis chrétien. Donc regardez-moi dans les yeux et dites-moi que le Cameroun va bien. Les yeux dans le Cameroun va mieux. Ne regardez en face, ne regardez pas à côté. Je vous regarde. Ne regardez pas à côté. Je vous regarde. Je vous dis que le Cameroun va mieux sous Biya que sous autre chose. Heureusement qu'il y a la confession après. Quelle confession? Il y a la preuve. Vous êtes en train de débattre. Vous irez vous confesser après. Ce qu'on fait là n'existait pas avant. Merci. Vous irez vous confesser, vous pouvez le dire. C'est grâce à Paul Biya que vous avez cette liberté-là. Merci. Et c'est un atout. Vous avez défilé en face de moi, monsieur Wanko. C'est un acquis de vous monsieur dites Biya. non au but La liberté d'expression, c'est un atout de Biya. Merci. Voilà. Ce sont nos luttes. Pas de lutte. Ce sont nos luttes. Vous n'avez pas eu à aller en prison. Vous n'avez pas eu à aller en prison. En 90. En 90. Non. On a emprisonné personne. Une minute pour faire la précision suivante. Moi, j'étais là. Juste une minute pour faire une précision. Juste une minute pour faire une précision. L'overdose du pouvoir va vous tuer. Une minute pour vous remercier. Si vous ne calmez pas vos ardeurs. Juste une minute pour vous Je n'ai pas d'ardeur. Monsieur Wanko, vous retournez sur le terrain dès demain? Non, après vendredi, on a la fête. Vous allez à la célébration, vous préparez votre congrès. Tout à fait. Vous préparez le Cameroun de demain. Le Cameroun de demain et en même temps, je prépare un comité chargé d'expulser les gens qui occupent le plateau Jos, qui sont dans le domaine de l'État, avec le décret d'application. Et ça sera mis en place, c'est la semaine qui arrive. C'est une annonce que vous nous avez accordée. Voilà. Demain, on sera en rédaction. Voilà, c'est RTV et moi, c'est ASTV. Bonne soirée à vous, mesdames et messieurs. Merci d'être restés jusqu'à tard également pour ce soir, pour regarder ce débat, cet autre débat. On faisait les 33 ans de Paul Biya et peut-être, pourquoi pas, en spéculant sur éventuellement l'avenir du renouveau. Bonsoir, merci et à mardi prochain pour une autre édition de Partout sur Table.